Les enfants présentent des brûlures au premier et au deuxième degré. Oui, nous avons reçu avec les brûlures de premier et deuxième degré au niveau de la paume de main. Il n'y avait pas quelque chose de grave, mais psychologiquement, les enfants pleuraient. Ça m'a fait mal de voir les enfants souffrir parce qu'ils ne parvenaient même pas à manger. Parce qu'ils servaient la nourriture, même arrêter les cuillères, ça les a dépassés à arrêter. Donc j'ai eu tellement mal. Selon le chef du quartier, l'homme reconnaît les faits. Il affirme avoir agi sous l'effet de la colère, reprochant aux enfants des vols répétés, signalés par le voisinage. Il dit, mais quand tu as posé le pied, la première main, tu as vu comment ça a arraché la peau. Mais tu as continué sur la deuxième main, tu étais conscient de ce que tu étais en train de faire. Si tu avais fait une main et puis tu as arrêté, tu as eu peur, tu as arrêté, on pouvait comprendre. Mais tu as continué, et pas sur un seul enfant, sur 3 enfants. Ça veut dire que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Zob Daniel est déjà connu pour des violences répétées sur les enfants. Ils ont l'habitude souvent de taper les enfants parce qu'ils disent qu'ils sont en train d'apprendre les enfants. Et les tapent souvent, on se plaint, on bavarde, ils ne comprennent pas. Ils ont l'habitude de les taper. C'est ça que le dimanche, l'enfant pleurait, moi je ne savais pas, je savais que c'est pour l'école. C'est ça que je ne suis pas partie. Le mis en cause a été interpellé, puis conduit à la brigade de l'Ogbaba. Nous vous le disions ainsi que 6 jours après les menaces d'emprisonnement proférées par le ministre de l'administration territoriale à l'encontre des citoyens en cas de dépôt d'ordures sur les routes, la situation n'a pas changé à Yaoundé. Les populations conservent leurs habitudes. Pour certains d'entre elles, cette mesure ne pourra pas prospérer. D'autres, par contre, demandent une période de sensibilisation. Plus de précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Ben Christine Moutou. Près d'une semaine après la dissémination du ministre de l'administration territoriale, Nathan Wandi, les populations semblent conserver leurs habitudes. Au lieu du carrefour Régis, dans le premier arrondissement de Yaoundé, le bâtiment rendu est à moitié plein, tandis que des déchets sont déversés à même le sol. Plus loin dans l'arrondissement de Yaoundé 3, la situation est pire. Des tas d'ordures ont envahi des amoncellements que les populations s'emploient à augmenter au fil du temps. Partout, même les voitures qui demandent, ils amènent les ordures ici, ils garent là, ils versent. Et même les gens de la mairie, certains qui ont les tricycles là, portent la poubelle, tu vois, voilà ceux qui portent dans les maisons avec des pousses. C'est ici qu'ils viennent verser. Cet axe de Yaoundé 3 n'est pas le plus envahi par les détritus. À plus d'1 kilomètre de là, les ordures s'étendent sur près d'une trentaine de mètres, menaçant de couper la rotonde 2. Ici, les menaces du ministre de l'administration territoriale sont très loin des esprits. Avec les camionneurs qui ont d'abord la tête dure là, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Donc ils aiment d'abord voir avant d'accepter. Selon les populations, le MENA devrait changer d'approche dans le cadre de la gestion de ce dossier. Il devait passer à la sensibilisation pendant près de 6 mois. Et en ce moment, les gens pouvaient donc être prêts, les deux, on pourrait multiplier leur pays acclame. Alors qu'il y a beaucoup de sociétés qui peuvent fonctionner et sans changer des gens. Je pense qu'au fur et à mesure, on va sensibiliser les gens et ça va marcher. La gestion des ordures se pose comme une épine dans le pied du gouvernement ces dernières années. Le 28 janvier dernier, le ministre de l'administration territoriale, accompagné des collectivités territoriales décentralisées de la région du Somme, ont établi un plan anti-insalubrité. Il intervient après les états généraux de la gestion des déchets urbains tenus en mai 2025. En éducation, les déviances en milieu scolaire, plus que jamais, interpellent sur la chaîne de responsabilité parents-école. La famille consulte-t-elle toujours ce premier rempart de l'éducation? Quelle est la part de responsabilité des parents dans cette montée en puissance de la délinquance juvénile? Tentative de réponse dans ce reportage de Gira Siopa et Kevin Chou. Les déviances qui gangrènent aujourd'hui la jeunesse scolaire engagent de la vie des observateurs toute une chaîne de responsabilité. Outre les pouvoirs publics et l'administration scolaire, les parents constituent un maillon clé de l'encadrement. Ces parents, justement, à la rencontre de qui nous sommes allés dans les rues de Douala. Ce que nous vivons dans les réseaux sociaux aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes aujourd'hui, montre un peu l'échec de l'éducation que nous donnons aux enfants aujourd'hui. C'est un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, actuellement, il faut savoir comment
surveiller systématiquement, c'est-à-dire le comportement des enfants, dès la base. L'avènement des réseaux sociaux et la mondialisation entraînent de nouveaux types de comportements, face auxquels les gendarmes du parents ne devraient cesser de prévaloir. Ceci à travers un contrôle strict et rigoureux pour prévenir tout écart. Il y a une négligence de ce côté-là. Prendre la peine de vérifier le sac de l'enfant quand il sort de la maison. Chaque matin, même le soir quand il rentre, vérifie parce qu'ici, on a eu à sortir de la drogue dans la bouche des enfants. Un enfant qui sort de chez lui avec un couteau qui met dans le sac, en sortant derrière, les parents doivent vérifier à l'école, pareil, au niveau des entrées, oui, les surveillants. Il y a des applications dans le téléphone, un peu comme le contrôle parental, qu'il faut toujours installer dans le téléphone, même dans la télévision. Parce que c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que les enfants ne finissent par s'égarer très vite. Par-delà tout, privilégier le dialogue parent-enfant afin de détecter toute tendance pouvant mener à des déviances. La Chine a fait ses preuves à notre époque, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, ça n'est plus suffisant. Il faut dialoguer avec les enfants, il faut les préparer déjà à la vie, il faut déjà les informer sur les risques de l'alcool, sur les risques de tous ces stupéfiants, puis il faut aussi contrôler les fréquentations. Ne pas tout donner à l'enfant. Si l'enfant a besoin de telle chose, tu donnes. Besoin de telle chose, tu donnes. Apprenez à l'enfant qu'il faut souffrir avant de manger. La famille reste également ainsi faite le premier impact éducatif par la transmission des valeurs. La coéducation à l'école viendra renforcer la réussite en éloignant les jeunes élèves des risques de comportement terribles. Assister le maire dans la gestion des affaires communautaires et contribuer à la mise en œuvre des délibérations des conseils, telles sont les recommandations adressées par le préfet de la MIFI au premier et deuxième adjoint du maire de Bafoussam, récemment élu à la suite du décès du premier adjoint de cette collectivité territoriale décentralisée. Le reportage de Robert Kenyé et le Tchakem. Ce conseil extraordinaire de la mairie de Bafoussam, convoqué à la suite du décès du premier adjoint, le corps électoral était composé des conseillers des trois communes que compte le département de la MIFI, conformément au code de collectivité territoriale décentralisée. Au terme de ces élections, sur les 121 inscrits, 114 ont voté, 12 bulletins nuls. Nimbo et Cédric Dioué ont affilé la tunique du premier et du deuxième adjoint au maire de la ville de Bafoussam. Le super-maire invite ces derniers à se mettre résolument au travail. Malgré le fait que le mandat soit vers sa fin, nous avons tenu à procéder à ce remplacement parce qu'on a une surcharge de travail et surtout que l'exécutif ici, c'est seulement 3 personnes. Donc, il va se mettre rapidement au travail. Les nouveaux élus affichent leur détermination à relever le défi. Sur l'intérêt pour nous, nous allons contribuer à être aux côtés de la ville pour l'appuyer, pour l'assister, pour que les objectifs définis soient atteints. Cette session extraordinaire s'est déroulée en présence du préfet du département de la MIFI qui a tenu à rappeler les prérogatives de l'État du Cameroun aux nouveaux élus. Les responsabilités qui vous incombent désormais sont importantes. En votre qualité de membre de l'exécutif de la communauté urbaine, ça nous a amené à assister le maire de la ville dans la gestion des affaires communautaires, à contribuer à la mise en œuvre des délibérations du conseil et à participer à la coordination de l'action communautaire. Je vous exhorte à exercer ces missions avec rigueur, loyauté, disponibilité et sens élevé du service public dans le respect des droits et règlements de la loi. Place au travail pour ce dernier à quelques mois des élections municipales. Le maçon sera jugé au pied du mur. Nous vous le disions en titre, une réunion du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été interrompue à Bouddha dans le département des Bambouros après des troubles provoqués par des individus communément appelés Broba, infiltrés parmi les militants. La rencontre pourtant autorisée par les autorités administratives a dû être suspendue. Les perturbateurs réclamaient la libération des militants du MRC arrêtés à la suite des manifestations post-électorale de 2018 et 2025, appelant Maurice Kamto à réagir. Plus de précisions dans ce reportage de Raphaël Tcheko et Vivien Tonfak.
Les travaux de l'Assemblée des structures du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans les Bamboutos à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bamessingué débute à peine quand soudain, un groupe d'environ 10 individus ayant tous des silhouettes de bodybuilders se lève, entame un vacarme, sème la confusion. Il contraint tout le monde à libérer la salle avant de la mettre sens dessus dessous. C'est dans cette salle qu'allait se tenir l'Assemblée générale. À travers ces actes d'une grave violence, ils disent revendiquer la libération de Ludovic Daga, secrétaire de la Fédération communale MRC de Babadou, interpellé nuitamment et écroué à la prison centrale de Yaoundé au lendemain de l'élection présidentielle de novembre dernier, scrutin pendant lequel il avait ouvertement soutenu le candidat Issa Chiroma Bakari. Alors qu'ils disent appartenir au MRC, les responsables de cette formation politique de l'opposition n'ont retrouvé leurs traces dans aucun de leurs fichiers et soupçonnent une manœuvre de leurs adversaires politiques à l'approche des municipales et législatives. Ils prétendaient venir de Babadou et ont utilisé comme épouvantail la détresse malheureuse de notre secrétaire de la Fédération communale de Babadou. Comme le mensonge n'a pas de nom, ils ont fini par tomber le masque en disant que leur mauvaise action ne se déroulera désormais pas seulement dans les Bamboutos. Les responsables du MRC dans les Bamboutos dénoncent un acte qui pourrait conduire à l'ensauvagement de la scène politique dans ce département et sollicite l'intervention des autorités. Il est clair que ces gens-là demeurent dans une logique de bagarre, mais nous sommes des hommes et des femmes de qualité. Nous avons besoin du comportement d'une autre époque. Parce que nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des hommes politiques. Il faudrait vraiment que ces responsables administratifs prennent toute l'expression de pareils événements de ces reproduits dans de la cause. Parce qu'on est contre la MRC, mais contre toute autre formation politique légalisée. Cette rencontre du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été déclarée et autorisée par le sous-préfet de l'arrondissement de Bouda. Audience affaire Martinez-Zogo. Lors de la dernière des deux audiences de janvier 2026, le tribunal militaire s'est penché sur l'organisation des opérations à la DGRE ainsi que les mesures prises par l'ex-directeur général à l'encontre du lieutenant-colonel Justin Danoué. Compte rendu de Joël Ségué et Guizou. Nous vous le disions, audience affaire Martinez-Zogo. Lors de la dernière des deux audiences de janvier 2026, le tribunal militaire s'est penché sur l'organisation des opérations à la DGRE ainsi que sur les mesures prises par l'ex-directeur général à l'encontre du lieutenant-colonel Justin Danoué. Compte rendu de Joël Sengue et Guizou. De l'affaire Martinez-Zogo, ce 27 janvier, accueillait devant la barre Irène Manga, l'ex-directrice des cabinets du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Ekoeko, l'ex-directeur général de la DGRE. Cela pour en savoir davantage sur le fonctionnement de son service. L'ancienne collaboratrice du directeur général de la DGRE a expliqué globalement que les opérations de la DGRE étaient strictement encadrées. La SP et tous les autres témoins démontrent que, en fait, quel que soit le type d'opération, parce qu'il faut dire les choses, on parle d'opération secrète. Non, un directeur ne peut pas, lui seul, prendre un agent sur le côté pour lui dire va commettre cela. C'est impossible parce que le directeur lui-même doit réunir les autres directeurs. Puisqu'il faut dégager des moyens, il faut mobiliser des hommes. C'est pour cela que toute opération doit faire l'objet d'une autre opération. D'après encore ces témoins, au vu des écarts observés de la part du lieutenant-colonel Justin Danoué après sa nomination, des mesures conservatoires avaient été prises. Le DG de l'époque, M. Ekoeko, constatant que son directeur des opérations, M. Danoué, à peine nommé, avait commencé à commettre un certain nombre d'actes incompatibles avec ses fonctions, a pris le 12 novembre 2021 une note, une circulaire, le mettant sous l'autorité de M. Elon Lobé, qui était le conseiller technique numéro 1. Cela a-t-elle poursuivi, sans pour autant que le lieutenant-colonel Justin Danoué ait cessé de disposer des pouvoirs liés à sa fonction de directeur des opérations qui lui permettaient de mobiliser encore des
à l'enlèvement puis à l'assassinat de Martinez Zogo le 17 janvier 2023. Aux yeux des conseils de l'ex-directeur général de la DGRE, la preuve est ainsi faite qu'il est étranger à la mort de Martinez Zogo. La DGRE, M. Eko, son ancien directeur, sont étrangers à l'opération qui a conduit au décès de Martinez Zogo. Il a été dit, y compris par le témoin de ce jour, qui était la directrice du cabinet du directeur général, que c'était une opération extérieure au service. Pour les avocats des ayants droit de Martinez Zogo, ces éditions sont très instructives. Nous apprenons beaucoup, cela nous permettra tout au long des auditions et tout au long des prochaines audiences de pouvoir déterminer les responsabilités des uns et des autres. Mais dans le camp des conseils du journaliste assassiné, il y a aussi des attaques à domicile d'un journal appartenant à l'un des accusés qui suscite des réactions. Je ne nagerai pas dans la boue de la médiocrité des parvenus et comme on dit, laissons les choses mourir de leur propre poids. J'ai une très haute idée de ma personne. Je fais mon travail. C'est tout ce que je sais faire. Le reste, je me mets qu'à. Après 2 jours d'audience, c'est le mois prochain que les protagonistes de l'affaire Martinez Zogo se retrouveront au tribunal militaire. Ce sont les oubliés de la présidentielle de 2025. Les prisonniers politiques incarcérés dans les établissements pénitentiaires du Cameroun livrés à eux-mêmes. C'est dans ce contexte que les initiatives voient le jour afin de leur apporter soutien et réconfort. Claude Depois et Hugues Normal. La crise post-électorale jusqu'à prolongation au Cameroun. Loin des discours haineux et des manifestations sur le terrain entre protagonistes politiques, c'est une initiative noble qui est menée dans la ville de Douala. L'idée de ce geste humanitaire émane d'un collectif de syndicalistes, d'enseignants et des acteurs de la société civile, notamment le docteur Aïssine Mono. Les bénéficiaires sont uniquement les prisonniers politiques. La prison de Goma constitue la première vague. Je voudrais simplement dire que l'action que nous avons menée, que nous continuons de mener, est une action qui s'inscrit dans une démarche purement humaniste et qui rappelle la solidarité africaine. Nous avons dit que relativement, n'est-ce pas, à la crise post-électorale qui joue les prolongations, pour ce mois de janvier, nous devons retenir 35% de nos salaires pour apporter de l'assistance à ces enfants. De l'eau minérale et du javel, des paquets garnis de tapioca et de sucre, ainsi que du pain. La présence de ce collectif est une forme d'interpellation à tous les acteurs du changement. C'est qu'à un moment donné, on cru en la démocratie, de penser, n'est-ce pas, à ces enfants qui sont majoritairement incarcérés à la prison de Ngoma. Si les autres prisons, les autres responsables pénitentiaires nous ouvraient leurs portes, nous allons, n'est-ce pas, prolonger nos dons, tous nos remerciements, toutes nos félicitations aux régisseurs de la prison de Ngoma et à l'intendant. Cet élan de cœur s'inscrit dans une longue démarche pour impulser le changement sur le plan sociopolitique au Cameroun. Avec la campagne de décision sur la liste électorale, le docteur Aïssine Mono avait inscrit, et a le mouvement Inscrivons-nous d'abord, et avec la campagne électorale, il a initié le mouvement 4 jours. Et il n'est pas question pour nous de nous arrêter en cours de chemin. Selon des informations recueillies sur place, plus de 150 prisonniers politiques incarcérés dans ce pénitencier ont été libérés en fin d'année 2025. La semaine dernière encore, c'était environ 30 personnes qui regagnaient leur domicile. Massacre de Garbour. La justice militaire a condamné des soldats marquant un tournant contre l'impunité au Cameroun. Mais pour des ONG, le compte n'y est pas. Sans protection des civils et poursuite de toutes les responsabilités, la justice restera inachevée tandis que de nouvelles exactions continuent d'endeuiller le Nord-Ouest. Le compte rendu de leur sortie avec Mazou Matina Osomba et Gladys Tidier Bambadia. Dans le cadre de l'affaire Garbour, des ONG réclament justice et réparation. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, NDH Cameroun et Un Monde à venir disent suivre de près le procès relatif au massacre de Garbour, survenu le 14 février 2020 dans le village éponyme du Nord-Ouest. Un drame qui avait coûté la vie à une vingtaine de civils,
dont 13 enfants et une femme enceinte. Le 15 janvier 2026, le tribunal militaire de Yaoundé a déclaré coupable plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité. L'affaire a été renvoyée au 19 février 2026 pour la comparution des ayants droit des victimes et les plaidoiries finales. Les ONG saluent ces condamnations comme un pas en avant dans la lutte contre l'impunité, mais elles insistent sur la nécessité d'une justice complète, indépendante et équitable, incluant des réparations concrètes pour les victimes. Ces ONG rappellent également les exactions commises le 14 janvier 2026 pour la communauté Mbororo à Guidado, arrondissement de Ndou, au nord-ouest, a été attaqué, causant la mort de 14 civils. Les ONG condamnent également ce massacre et demandent une enquête impartiale pour que les responsables répondent devant la justice. Ces organisations appellent, pour finir, le Cameroun à respecter la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole de Maputo pour la protection de la femme et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant afin de prévenir de nouvelles violations et protéger les populations civiles. En économie, quelle suite après le scandale des exportations d'or du Cameroun? Le pays a déclaré avoir vendu 22 kg de cette ressource à l'étranger en 2023, sauf que les Émirats arabes unis, l'une des destinations de l'or camerounais, annonce 15 tonnes sur la même année. Le gouvernement promet le renforcement des moyens de la Société nationale des mines pour limiter ce qui apparaît comme un vaste trafic. Peut-on espérer un mieux en termes de transparence dans le secteur? Explication avec Eric Ouattat et Donald Foscama. Sur l'année 2023, 22 kg d'or vendus à l'étranger. Chiffre fourni par les autorités camerounaises à l'ETIE, mécanisme de promotion de la transparence dans les industries extractives. Dans les statistiques internationales, les Émirats arabes unis annoncent 15 tonnes d'or venues du Cameroun en 2023, soit 600 fois plus que le volume déclaré par Yaoundé. Pour les spécialistes, le révélateur de circuits frauduleux qui mine la filière. Quand on risque de l'exploitation pour ça veut dire un trafic, ça veut dire qu'il y a un circuit parallèle pas légal que les exploitants, nous, les collecteurs, les acheteurs, utilisent pour faire sortir de l'or du Cameroun. Depuis 2010, le Cameroun exploite de l'or, notamment dans la région de l'Est. Une production dont les quantités ont globalement stagné au fil du temps, s'étonne sous anonymat, une source officielle. En 2016, l'ancien ministre des Mines, Ernest Baboubou, déclarait que moins de 10% de la production locale de l'or au Cameroun empruntait des circuits formels. Malgré la création de la Sonamine, chargée depuis 2020 de vérifier la sincérité des informations fournies par les exploitants, le gouvernement reconnaît que l'organisme public manque de moyens financiers et technologiques pour l'achat des parts et la vérification des déclarations des producteurs. Donc pour nous, nous pensons que s'il faut pour l'État de pouvoir engager une lutte contre l'impunité et la corruption, il faudra qu'il y ait une volonté politique. Ça, il faut le dire. Que des structures étatiques d'achat et de contrôle puissent se mettre en branle pour pouvoir prendre des informations, des statistiques sur les quantités de produits par ces différentes entreprises. La semaine continue, et ça, le Capon était au cadre d'appui pour la promotion de l'exploitation artisanale. Il y avait des antennes partout à l'est, il y avait la semaine de trouver des actifs sur le terrain, qui étaient sonnés, qu'il fallait juste encadrer, booster et relancer. Pour corriger les écarts entre les quantités officielles et la réalité de la production, le gouvernement annonce le renforcement des capacités de la Sonamine, non sans se satisfaire de la progression des réserves d'or du Cameroun de 37 à 1500 kg ces dernières années. Les petites et moyennes entreprises camerounaises peinent à conquérir le marché de la zone de libre-échange continentale africaine. En cause, l'absence de certification de leurs produits et le non-respect des normes requises. Des difficultés et bien d'autres qui étaient au cœur d'une table ronde organisée ce jour à Yaoundé. Élisée Bogba et Marcelin Gasson. Au Cameroun, l'agro-industrie est un puissant moteur de croissance.
Mais l'accès au marché continental est conditionné par le respect des normes et la certification. Une barrière que nos PME doivent absolument lever si elles rêvent grand. Oui, les défis que nous faisons face, c'est que les tarifs, les coûts sont vraiment énormes au niveau des analyses de ces produits. Je pense que c'est ça qui nous empêche vraiment d'avoir des certifications facilement. Parce que les coûts ne sont pas à la portée des petites et moyennes entreprises que nous sommes. Il faut vraiment qu'on soit prêt pour pouvoir aller vers la SECAF. Prêt notamment avec la quantité de produits, la capacité de production et aussi les normes, la certification qui va être validée vers ces produits vers lesquels nous allons. Pour libérer le potentiel de la SECAF, la certification ne doit plus être perçue comme un fardeau bureaucratique, mais plutôt comme un passeport pour la liberté économique et la confiance des consommateurs. Parce que lorsque les produits sont certifiés, vous avez accès au marché et vous avez une sécurité sanitaire et puis vos produits ont de la crédibilité. Donc je crois vraiment qu'aujourd'hui cette formation a été d'une grande importance pour nous. Placé sous le thème la certification catalysée de l'agro-industrie camerounaise sous la SECAF, cette table ronde offre les clés d'une meilleure appréhension des opportunités qu'offre ce grand marché. So the objective of this session was to educate, inform and sensitize business leaders. C'est tout simplement pour informer, éduquer et sensibiliser, n'est-ce pas, les entrepreneurs camerounais pour profiter, n'est-ce pas, des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine, qui est un marché, un grand marché de plus de 1,3 milliard de consommateurs. And also ensure that the larger number of entrepreneurs who are excluded traditionally due to finance or distance also have access to the certification process. De nombreuses recommandations ont sanctionné les travaux. Elles tournent autour de l'adoption des mesures visant à subventionner la certification des PME et à encourager l'autorégulation du secteur privé. L'aéroport international de Douala présente un visage peu flatteur et demeure non certifié. Face à cette situation, le ministre des Transports annonce des travaux de rénovation visant à porter la plateforme aux standards internationaux. Autre priorité du Minetransport à l'horizon 2026, la restructuration de Camerco. Plus de précisions dans ce reportage de Odin Gassi et Aïssiri. Porte d'entrée du Cameroun, l'aéroport international de Douala n'est plus que l'ombre de lui-même. Un aéroport doit obéir à un certain nombre de normes. Douala connaît un certain retard depuis un certain temps. Douala doit passer à une rénovation. La question de la certification de l'aéroport international de Douala se pose donc avec acuité. Les diligences devront être poursuivies pour la certification de l'aéroport international de Douala afin qu'il confirme sa vocation de territoire sous-régional. C'est le lieu pour moi d'inviter la direction générale de la Société Aéroport du Cameroun à s'atteler à la mise en œuvre effective du projet de rénovation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Douala. Le gouvernement en fait une priorité pour 2026, d'autant qu'il est question d'élever l'infrastructure aux standards internationaux. En plus d'être une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale, la certification des plateformes aéroportuaires leur permet d'attirer plus de compagnies aériennes et par le ricochet de réduire le coût du transport aérien. Mais si le besoin de certification s'impose, la question de comment s'y prendre demeure. Ce n'est pas le Cameroun qui décide de ce qu'il va faire pour être certifié. Non, il y a tout un cahier de charges qu'on vous soumet, des choses que vous devez faire, des réalisations que vous devez mener. Et lorsque vous n'avez pas eu la moyenne, vous n'êtes pas certifié et vous êtes régalé. Il en est de l'aéroport international de Douala comme de Camerco. Alors que son plan de redressement est adopté depuis 2020, l'étoile du Cameroun peine toujours à briller. Je demande à la direction générale de Camerco de mettre tout en œuvre en vue du renforcement des services aériens avec l'ouverture de nouvelles lignes au niveau régional ainsi que l'acquisition de nouveaux avions. Selon des chiffres du ministère des Transports, les accidents de la circulation coûtent 800 milliards de francs CFA par an à l'État du Cameroun.
Et si 4000 personnes sont handicapées chaque année du fait de ces accidents, ces derniers sont présentés comme la première cause de mortalité chez les jeunes. Le Minetransport annonce désormais l'informatisation des opérations de contrôle et de sécurité routière. J'inscris l'intensification des campagnes de prévention et de sécurité routière avec l'informatisation des opérations de contrôle, dotée de l'intégration des systèmes intelligents de détection des infractions et de vidéo-verbalisation. L'année 2026 s'annonce charnière dans le sous-secteur des transports au Cameroun. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massélangalé-Dibéré, l'a rappelé alors qu'il recevait les vœux de nouvel an de ses collaborateurs à Yaoundé. En santé, à Douala, la poussière s'impose depuis plusieurs semaines et avec elle, les inquiétudes sanitaires, yeux rouges, démangeaisons, irritations. Les cas de conjonctivite semblent se multiplier dans la capitale économique, mais aussi dans d'autres régions du pays. Théophile Tunke et Stéphane Tebe nous en disent plus. Habituellement, les gens se disent souvent devant des conjonctivites qu'ils peuvent prendre le lait maternel ou bien ils font des lavages à de l'eau salée. Depuis plusieurs semaines, une forte poussière recouvre la ville de Douala, réduisant la visibilité et rendant l'air particulièrement agressif. Une situation observée également dans d'autres régions du Cameroun. Conséquence, les consultations pour des problèmes oculaires se multiplient, notamment pour des cas de conjonctivite. Souvent banalisée, la conjonctivite est pourtant une infection de l'œil qui peut prendre plusieurs formes. La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive qui est la membrane translucide qui recouvre la sclère. La sclère, c'est la partie blanchâtre qu'on voit. On peut avoir des conjonctivites bactériennes, virales, allergiques ou bien traumatiques. Dans notre cas d'espèce, étant juste la de poussière, en cette période, les conjonctivites que nous allons le plus rencontrer seront beaucoup plus bactériennes. Selon les spécialistes, rougeur, démangeaisons, écoulement ou sensation de sable dans les yeux sont parmi les signes les plus fréquents de cette pathologie. Ça peut être des sécrétions ou bien des larmoiements. Le patient peut aussi se plaindre des yeux qui collent au veins. Il est impératif, devant ces signes, de venir consulter un spécialiste des yeux ou bien un professionnel de la santé. Face aux premiers symptômes, certains patients ont recours à des pratiques populaires comme l'introduction du lait maternel ou de l'eau salée dans les yeux. Des méthodes fortement déconseillées qui peuvent aggraver l'infection et retarder la prise en charge. Le traitement de la conjonctivite dépend de la cause. Quand il y a déjà la complication de la conjonctivite, en ce moment maintenant, la conjonctivite, on peut la traiter en utilisant aussi des médicaments qu'on vend au rond, donc pour prévenir certaines complications qui peuvent même causer la mort, parce que la conjonctivite, si elle n'est pas bien traitée, elle peut aussi causer une méningite à travers les cellulites orbitaires et tout. La prévention de la conjonctivite peut se faire en utilisant des solutions physiologiques ou bien des sérums antiseptiques qui sont vendus en pharmacie. Maintenant, l'utilisation des sérums physiologiques, la plupart du temps, ce sont les sérums qu'on utilise pour les lavages des narines de bébé. Je préconise aux patients de pouvoir les utiliser le matin et le soir. Le matin, avant d'aller de vaquer à son activité, et le soir en rentrant. Pourquoi? Parce que le soir, il y a beaucoup de poussières qui vont se déposer sur les paupières, et maintenant en lavant les yeux, on essaie de diminuer la charge bactérienne due aux poussières. Les professionnels de la santé rappellent que le bon réflexe reste la consultation médicale afin d'éviter les complications et limiter la propagation de cette maladie particulièrement contagieuse. Et c'est avec ce reportage en santé que nous mettons un terme à ce 20h sur Equinox Télévision. Merci de votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie de Saint-Germain Outou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Excellente soirée.